L'environnement, il est très bon parce qu'il y a une crise du logement, parce qu'il y a une pénurie de logements. Pourquoi est-ce que les investisseurs institutionnels ont la même idée que moi sur le fait que la hausse des loyers n'est pas terminée? C'est aussi parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de construction. C'est-à-dire que les promoteurs n'ont quasiment plus de nouveaux projets. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie de retrouver Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors tu es le président et le fondateur de Kianeos Asset Management, la société de gestion agréée par l'AMF qui gère notamment Kianeos Pierre. Absolument. Et tu es probablement l'une des personnes qui a la plus grande expérience de gestion dans le monde résidentiel aujourd'hui en France, avec 5000 lots, 4200 locataires, 350 millions d'euros de capitalisation pour la SCPI Kianeos Pierre. Alors, première question pour toi, comment fais-tu Jérémy pour gérer autant de locataires? Alors, la plus grande expérience de gestion, j'irai pas jusque-là. Nous, effectivement, chez Kianeos, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on achète, on rénove et on met en location. Donc, effectivement, essayer de se poser les questions de façon, je sais pas, peut-être on pourrait appeler ça de l'intégration verticale dans l'immobilier, je sais pas, sur l'acquisition, sur la partie travaux, puis sur la partie gestion. Effectivement, là, on commence à avoir une certaine expérience avec... comme tu l'as dit, plus de 5000 lots qui ont été acquis depuis 2018. Alors du coup, ta première question sur la gestion locative, c'est un métier compliqué, c'est un sujet d'actualité chez Kianeos AM. Donc pour reprendre l'historique, nous on a commencé en 2018, où on était vraiment concentré sur la partie investissement. Moi, je suis un financier historiquement avant de faire de l'immobilier, même si c'est toujours le monde de la finance. Et donc c'est vrai que ce que je savais faire, c'était investir de l'argent. Donc j'ai appliqué un peu mes connaissances au monde immobilier. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la création, j'avais peut-être pas pris la mesure de la problématique, de la complexité et de l'impact sur le rendement financier de la partie gestion locative. En fait, si on fait un parallèle, quand tu achètes une action, je veux dire, tu achètes l'action, tu peux faire ton suivi des reportings trimestriels, mais c'est pas toi qui va tu vas pas avoir d'impact sur la vie de la société. L'immobilier, c'est pas ça. L'immobilier, quelque part, tu vas avoir un impact sur la vie de l'immeuble, l'évolution des locataires, l'évolution des parties communes, etc. Donc, du coup, je pense qu'en 2018-2019, on n'avait peut-être pas pris la mesure de ça. Pour nous, le grand bouleversement, c'est en 2022. Quand on a créé notre propre société de gestion locative, qui s'appelle Kianeos Gestion aujourd'hui, et qui donc du coup maintenant a quasiment 2 ans d'existence et aura dépassé les 4000 lots sous gestion. Et je pense dans les mois qui viennent va s'approcher des 5000. Donc j'ai un associé sur le domaine qui s'appelle Pierre Douminge, qui lui pour le coup a une forte expérience dans le domaine de la gestion locative. Et là, la complexité, quand on crée une société qui grossit rapidement, je crois que parmi les indépendants, on est déjà un des plus gros du quart sud-est de la France, donc effectivement beaucoup de volume. C'est dans un premier temps de réussir à absorber le volume, et dans un deuxième temps de mettre en place les process. Il faut que ce soit aussi concomitant que possible. Et donc je pense que c'est là-dessus que porte ta question, c'est comment quel process on doit mettre en place de manière à gérer, superviser les locataires, avoir un impact sur la rentabilité financière. Et les problèmes également, parce que j'imagine qu'avec 4200 locataires, tu dois avoir tous les cas possibles et imaginables, les impayés, les dégradations, les fuites, les inondations. Enfin, j'imagine que tu as quasiment déjà tout vu en fait à ce niveau d'échelle. Alors, on n'a jamais tout vu. On peut toujours trouver des bonnes et des mauvaises surprises. Là où il y a les cas les plus loquaces, c'est effectivement sur les impayés. On a des cas d'impayés qui durent depuis plusieurs années parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont bien assistés par des avocats et qui arrivent à faire durer les procédures longtemps. Et comment tu fais dans ces cas-là? Mais ça reste relativement anecdotique. D'accord. En fait, je dirais que des impayés qui ont vraiment duré au-delà de 18-24 mois, c'est vraiment beaucoup moins de 1% de nos locataires, quoi. Voilà, donc ça, effectivement, ça relève de l'anecdote parce que l'impact sur la partie financière est relativement négligeable. Encore une fois, c'est bien moins de 1%. Donc maintenant, si on en revient au sujet de la gestion locative, nous, chez Kianeos, aussi bien les travaux que la gestion locative, on pense que l'immobilier, c'est un métier de proximité. C'est-à-dire, on pense pas que, je suis pas un investisseur, je vais être caricatural, on pense pas qu'un investisseur parisien peut aller acheter un immeuble j'en sais rien, moi, dans une petite ville de province qui est à 4 heures de train et gérer ça correctement. Il faut des gens sur place.
Donc nous, on a des gens sur place au niveau de Kianeos AM qui s'occupent de la partie travaux, donc tout ce qui est conducteur de chantier, etc. Et on a aussi des gens sur place pour s'occuper de la partie location. Et donc de la même chose, on a aussi au siège Avignon, c'est bien ça. Voilà, donc le siège à côté d'Avignon, on a les deux entités. On a les gestionnaires locatifs et les comptables, et donc du coup les chargés de location qui sont sur place sont les yeux du gestionnaire locatif. D'accord. Voilà. Donc effectivement, c'est ce qui fait la performance financière. Alors je vais enfoncer des portes ouvertes. C'est le fait que les logements soient loués et pas vacants. Voilà. Pour qu'ils soient loués et pas vacants, nous notre stratégie, c'est de dire si on a des logements d'une qualité supérieure à la moyenne du marché. Voilà. En 5 ans, la stratégie, elle n'a pas beaucoup évolué, mais elle performe mieux aujourd'hui qu'elle performait il y a 5 ans. Je m'explique. On est dans un contexte où il y a une forte pénurie de logements, pour 2 raisons. Le fait qu'il y a une hyper-réglementation du marché résidentiel ces dernières années, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'immeubles que les propriétaires n'ont pas le droit de louer. Les fameux DPE, c'est bien ça. Hein. Alors, en fait, la performance énergétique est qu'une petite, une petite nouvelle réglementation. C'est celle dont on a le plus parlé. C'est vrai que c'est très médiatique, ça touche le réchauffement climatique. Pour nous, c'est très important. Mais quand on avait créé Kianeos en 2017, on avait déjà dit que, en gros, on voulait pas de logement qui ait un DPE inférieur à D. Donc, du coup, on avait pas de problème à peu près 15 ans d'avance là-dessus. Je pensais plus aux nouvelles réglementations en termes de sécurité. Tout ce qui est le suivi des garde-corps, d'installations électriques, etc. En termes sanitaires, tout ce qui est ventilation intérieure, réglette d'aération de fenêtres, rabotage des portes sur les pièces humides, etc. Donc voilà, beaucoup de nouvelles réglementations depuis 4-5 ans qui sont maintenant surveillées de près par les mairies qui mettent en place un système de permis de louer pour vérifier que tout a bien été adressé. Donc ça, c'est un domaine dans lequel nous, on a beaucoup souffert depuis 5 ans, mais on a appris avec ces nouvelles réglementations. Et maintenant, du coup, ça nous fait une sorte d'expertise qui est un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que c'est des sujets qu'on sait parfaitement bien adresser. Donc, on est plutôt très rapide à obtenir ces permis de louer. Et le fait qu'on ait à la fois une équipe de travaux qui puisse être réactive et une équipe experte dans ces domaines sur la partie gestion locative fait qu'on va pas perdre de temps là-dessus. Il faut se rendre compte que si à chaque fois que tu as un locataire qui part, tu perds 1 mois ou 2 pour obtenir ton permis de louer. Si ton locataire, il part, je sais pas moi, tous les 2 ans, tu as perdu 2 mois sur 48 mois. Donc ça te fait 4% de vacances locatives en plus. 4% de revenus financiers en moins. Donc tu vois que par rapport à un sujet dont on parle souvent, qui est le sujet des impayés, sur lequel je te dis, les impayés vraiment qui durent très longtemps, etc., ça représente moins d'1% chez nous. Tu vois que le sujet de la vacance locative lié à quelque chose de tout bête comme cette histoire de permis de louer, et de connaissances sur le domaine, est beaucoup plus important. Donc ça, effectivement, c'est un des points sur la gestion locative. Un autre point, c'est de réussir je pense, encore une fois, Pierre serait probablement plus à même que moi d'en parler, mais de réussir à garder un contact avec les locataires et d'avoir une bonne connaissance. Voilà. Alors les locataires, c'est des êtres humains, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire que quand on leur demande comment ça va, surtout en France, ils vont plutôt voir ce qui va pas que ce qui va bien. Mais il faut être capable, autant que possible, d'essayer d'anticiper les problèmes plutôt que de les subir. Donc d'avoir un contact régulier avec les locataires, de manière à se dire là il y a peut-être un dégât des eaux à adresser et pas attendre qu'il y ait un plancher qui s'écroule. Voilà. Tu vois, sur un plancher bois, un dégât des eaux, ça peut pourrir les planches, etc. Donc je dirais ces 2 sujets-là sont importants. Il y a un 3e sujet qui peut sembler tout bête, mais qui effectivement a un impact non négligeable sur la rentabilité financière. C'est d'être capable de bien équilibrer la partie financière de l'entretien de l'immeuble global. Alors, c'est un sujet sur lequel on a pas mal réfléchi ces dernières années. Il y a un certain nombre de coûts qu'on peut refacturer à ces locataires. Donc les classiques, électricité des parties communes, ménage des parties communes, etc., etc. Le problème, c'est que si tu augmentes très fortement ces coûts via, par exemple, tu pourrais mettre en place un contrat de maintenance pour la sonnette. Tu vois, tu as une interphonie avec un digic, etc. Tu as un contrat de maintenance qui fait que la durée de vie va être plus longue, mais par contre, du coup, ça augmente les frais d'entretien. Voilà. Et cela, tu les refactures à tes locataires. Du coup, tu vas te retrouver avec des provisions sur charge chaque mois qui sont élevées. D'accord ? Et aujourd'hui, les locataires, ils ont tendance à regarder un loyer charge comprise. Voilà. Donc, s'ils se disent, je vais louer un P2 450 € et que tu as 30 € de provision sur charge, ton loyer hors charge, c'est 420.
Donc, c'est ce que tu encaisses. Si tes provisions sur charge, c'est 70 €, et ben là, du coup, il te reste que 380 que tu encaisses. Alors, dit comme ça, on peut se dire, bon, ben, c'est très bien, il faut pas faire grand-chose dans l'immeuble, comme ça, tu encaisses 420. C'est aussi une mauvaise idée, parce que, comme je le disais, le contexte a évolué. Aujourd'hui, on a pas mal de locataires qui, du fait de la hausse des taux d'intérêt, je parlais tout à l'heure de pénurie de logement, j'ai pas été au bout de ma pensée. Pénurie de logement, d'une part, parce qu'on a des logements qui sont vacants du fait des permis de louer, et d'autre part, parce qu'il y a des gens qui voulaient devenir propriétaires, qui n'ont pas pu à cause de la hausse des taux d'intérêt, qui redeviennent locataires. C'est ces deux choses-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forte pénurie de logements dans le parc locatif. D'accord ? Donc, du coup, tu peux avoir des locataires qui ont une certaine attente de prestations sur l'immeuble. Et quand j'ai commencé l'immobilier, on m'a dit on a les locataires qu'on mérite. Donc du coup, ça peut être quand même un bon calcul de faire un effort sur les parties communes parce que attirer les bonnes. Tu vas avoir des locataires. Alors j'aime pas trop ce terme, mais on pourrait dire des locataires plus qualitatifs. Ça veut pas dire qu'ils sont plus sympas, ça veut pas dire qu'ils sont plus beaux, ça veut pas dire qu'ils sont plus intelligents. Ça veut juste dire que c'est des locataires avec des revenus supérieurs. Voilà. Alors pourquoi ça peut être intéressant d'avoir des locataires avec des revenus plus supérieurs? Parce que en général, il y a moins de procédures d'impayés, ou en tout cas, il y a un meilleur taux de recouvrement à l'issue de la procédure d'impayé. Et ils peuvent être plus à même à absorber les hausses de loyer qui, aujourd'hui, du fait du contexte inflationniste, sont plus marquées. C'est-à-dire que même si bloqué par l'État quand même à 3,5%. Même si cette année, l'État a bloqué à 3,5%, nous, ce qu'on constate, c'est que sur les 2-3 dernières années, on va dire post-Covid, on a eu une très forte inflation des loyers. Donc effectivement, un locataire qui reste en place cette année, on ne pouvait pas augmenter de plus de 3,5%, le fameux IRL, l'indice de revalorisation des loyers. Maintenant, un locataire qui part, on fait des travaux, on rebascule en loyer libre. Et là, effectivement, au début de Kianéos, on se disait que dans les villes classiques où on investit, qui sont des villes entre 3 000 et 50 000 habitants, hein, des villes vraiment petites ou moyennes en France, un peu partout en France. Un logement 40 mètres carrés avec une chambre, ce qu'on appelle un P2, se louer autour de 420 €. Maintenant, on va souvent être plus proche de 480. D'accord. Alors, ça paraît pas fou, 480 € pour un P2. C'est quasiment 15% d'augmentation. Mais c'est quand même 15% d'augmentation, j'allais dire. Et un P3, là où on était plutôt entre 480 et 500, on est très souvent à 600. Et ça, on est quasiment à 20% d'augmentation. Donc, c'est vraiment des variations très fortes qui ont lieu ces derniers mois, qui sont en train de s'implémenter. Parce que, comme tu l'as dit, à l'inverse, les locataires qui étaient déjà en place sont restés avec leurs anciens loyers, revalorisés par l'IRL. Ça fait un certain potentiel d'appréciation des loyers. Excellent. Alors peut-être pour continuer un petit peu cette conversation, on a commencé à l'aborder, la partie énergétique. C'est très clairement, on va dire, une de tes, alors je sais pas si marotte, c'est un bon terme, en tout cas c'est un sujet qui te tient à cœur particulièrement. C'est, je crois, vraiment un des piliers même de la stratégie de Kianéos Pierre. Aujourd'hui, ça veut dire quoi exactement la rénovation énergétique et pourquoi ça peut être intéressant dans ton cas, parce que tu vas acheter peut-être un peu moins cher par rapport à ce que tu pourrais revendre à l'issue des travaux? Alors, je te confirme, le sujet, moi quand j'ai créé Kianéos, c'était un peu ma période d'éco-anxiété, j'ai envie de dire. Je suis quelqu'un effectivement qui est très intéressé par les problématiques environnementales. Enfin voilà, et je structure d'ailleurs un peu ma vie comme ça. La semaine dernière, enfin il y a un mois, j'étais à Rennes pour faire une conférence un peu comme on discute aujourd'hui. Bon voilà, j'y vais en train, même si ça dure 6h30 quoi. Je pars par principe, j'essaie de pas prendre l'avion. Voilà, je fais des efforts sur ma nourriture, enfin tout ça. Donc je te confirme que la création de Kianéos, c'était une façon pour moi de pouvoir me dire j'aurais essayé d'avoir un impact environnemental positif. Voilà. Avec le temps qui passe, je suis toujours aussi intéressé par ces sujets. Je me rends compte que à l'échelle du monde entier, c'est forcément une goutte d'eau, même si chaque goutte d'eau est bonne à prendre. Je pense qu'on a un impact social qui est très fort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logements. Nous, notre cible de locataires, c'est des gens qui bossent, qui vont gagner entre 1 500 et 2 000 € par mois. Voilà. Ces gens-là, aujourd'hui, dans le parc privé, ils gagnent pas assez pour être propriétaires, ils gagnent trop pour être dans un logement social, et dans le parc privé, ils sont mal logés. Et je trouve que là-dessus, on adresse une problématique sociale de qualité du logement. D'accord. Voilà. Donc, du coup, je te confirme le sujet énergétique, mais il y avait aussi le sujet social qui était important à mes yeux. Aujourd'hui, comme je le disais juste avant, ce sujet de hyper-réglementation du marché résidentiel, sur lequel je suis pour, je suis ravi de voir que les municipalités luttent contre les marchands de sommeil.
Il se trouve que c'est aussi bénéfique à la SCPI qu'à Neosphere, mais même si c'était pas le cas, je serais pour. Je veux dire, on est aligné. Il y a énormément de mairies avec qui on travaille aujourd'hui main dans la main, qui nous apportent des immeubles pour qu'on les rénove. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui a changé depuis 4-5 ans, qui est hyper bénéfique pour nous, et les mairies nous identifient comme un acteur clé de la rénovation de leur ville. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super positif. Le fait que ces immeubles aujourd'hui soient nombreux, vides, à la vente et frappés d'interdiction de louer, font que leur prix se dégrade très fortement. Voilà. Là où avant, un propriétaire pouvait nous dire, prenons un exemple très précis. Très précis, ça sera simple. Un immeuble qu'on a acquis dernièrement à Carpentras, 7 appartements, 2 garages, mis à prix 500 000 €. Et donc moi j'avais dit non, il y a beaucoup de travaux, je pense que c'est un immeuble qu'il faudrait réussir à acheter entre 350 et 400 000 €. Et là le propriétaire disait non mais c'est un scandale, monsieur Rouzot, il rapporte, je me rappelle plus, 38 ou 40 000 € par an. Donc du coup vous me faites une offre à 10% de rendement, c'est vraiment scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Et donc je lui disais mais non, parce qu'aujourd'hui il vous rapporte ça, mais en fait il va pas vous rapporter ça dans le temps, vous allez devoir faire beaucoup de travaux. Voilà. Donc il avait refusé mon offre, bien évidemment. 1 an plus tard, dans cette ville, c'est Carpentras, mise en place des permis de louer, il peut plus louer ses logements, et donc du coup il revient vers moi et me dit bon bah maintenant je suis prêt à entendre une offre plus basse. D'accord. Et donc effectivement, là, bon, j'y suis allé franco, hein, forcément, tu me connais. Donc on est allé vraiment bas de fourchette, 350 000 €, c'était 900 € du mètre carré, sans valoriser les garages, ce qui valent plutôt très cher en centre-ville. Et donc c'est vrai que ça permet ce contexte. Ce contexte devient intéressant pour la rénovation énergétique des bâtiments, parce que autant cet immeuble-là, si on l'avait acheté 1300, 1400 € du mètre carré, l'enveloppe travaux pour essayer de ne pas dépasser les 2000 € du mètre carré, c'est à peu près ce que vaut Carpentras, un bel immeuble, elle aurait été réduite. Autant quand on l'achète 900, on peut faire le full package sur le secondeur, faire des super apparts, ça va nous coûter 700, 800 € du mètre carré. On va avoir un prix de revient à 1600, 1700, et en plus on va générer de la plus-value latente. Donc, contrairement aux idées reçues, ce sujet de la rénovation des bâtiments, il n'est pas plus simple dans un marché immobilier qui monte ou dans un marché immobilier qui baisse. Là où il est intéressant, c'est quand l'écart de prix entre l'immeuble de mauvaise qualité, qui doit être rénové, et l'immeuble de bonne qualité est important. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que depuis, je dirais, 12 mois à peu près, 12-18 mois, aujourd'hui, il est très important, mais il continue à s'élargir, puisque les immeubles de mauvaise qualité vacants sont nombreux à la vente. Donc plus le temps passe, plus ils se dégradent et plus les propriétaires sont prêts à accepter de très fortes baisses de prix. Là, l'exemple d'avant, c'était quand même 30%, hein, ça tape un peu dur, hein, sur un prix de départ qui était quand même pas fou. Et à l'inverse, l'immeuble de bonne qualité, il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels, plutôt parisiens de fond, qui pensent comme nous que l'inflation des loyers n'est pas terminée. L'immobilier, c'est un actif réel, c'est un actif qui suit l'inflation. Pourquoi ? Parce que quand les loyers augmentent, le rendement augmente. Donc il peut y avoir un peu des soubresauts liés aux variations des taux d'intérêt, mais à long terme, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à suivre l'inflation. Donc aujourd'hui, ces actifs de bonne qualité, ils sont recherchés. Ils ont d'ores et déjà bénéficié de loyers qui augmentent, mais ce n'est probablement pas terminé. Et ils sont très rares à la vente, parce qu'en fait, si tu as acheté un immeuble et que tu as dépensé beaucoup d'argent pour le rénover, pourquoi est-ce que tu irais le vendre aujourd'hui ? Donc en fait, eux, ils ont plutôt tendance à augmenter. Donc c'est vrai que là-dessus, la stratégie de rénovation, aujourd'hui, Kianéos, on se sent toujours très seul sur le marché. Tu m'as dit tout à l'heure offline qu'il y aurait peut-être de nouveaux acteurs. Sache que moi, je serais ravi qu'il y ait de nouveaux acteurs, et j'irai même plus loin si je peux les aider. Je serai le premier à leur donner mon retour d'expérience. Parce que je pense que les besoins de rénovation sont énormes, et aujourd'hui le contexte actuel est excellent pour se lancer du fait de cet écart de prix. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a, enfin, tu me corriges si je me trompe, mais pour moi en fait en ce moment vous faites vraiment carton plein, c'est-à-dire que tu as à la fois ce spread, hein, cet écart de prix entre l'immeuble, on va dire de médiocre qualité et l'immeuble rénové, et en plus les gens ont du mal à emprunter pour acheter, et donc a fortiori à emprunter pour acheter et rénover. Donc finalement, toi, tu arrives, j'imagine que tu achètes principalement en cash, étant une SCPI, et donc tu peux vraiment bénéficier à plein de ce marché dans lequel tu as quasiment pas de compétiteurs à l'achat. Alors, je te confirme qu'on achète uniquement en cash aujourd'hui. On fait quasiment plus de crédit. On en a fait énormément en 2021 et 2022. D'ailleurs, souvent, on me disait « Ah, vous êtes une SCPI très endettée ».
Et du coup, je disais, oui, mais alors quand les taux sont aussi bas, faut le faire. Je trouvais ça bête de ne pas le faire. Aujourd'hui, on considère que le niveau actuel des taux d'intérêt n'est pas intéressant. Même s'il reste une toute petite marge entre le rendement des actifs et le niveau des taux d'intérêt, je pense pas que ce soit des niveaux où ce soit pertinent de le faire. S'ils étaient amenés à rebaisser à l'avenir, on referait des crédits et on n'aurait pas peur de remonter jusqu'à un endettement de 30 ou 35% si c'est intéressant de le faire. Mais là, c'est vrai que c'est pas mal. On avait fait des crédits à taux fixe. Donc, je veux dire, on bénéficie ici de taux assez bas. Et du coup, donc sur la partie travaux, je te confirme que l'environnement actuel, il est très bon. Et sur la partie locative, alors c'est toujours un sujet un peu délicat. L'environnement, il est très bon parce qu'il y a une crise du logement, parce qu'il y a une pénurie de logement. La pénurie de logement, pourquoi est-ce que les investisseurs institutionnels dont je parle tout à l'heure ont la même idée que moi sur le fait que la hausse des loyers n'est pas terminée? C'est aussi parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de construction. C'est-à-dire que les promoteurs, enfin j'enfonce des portes ouvertes, n'ont quasiment plus de nouveaux projets, soit pour des raisons légales de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, sur laquelle tu te doutes que je suis pour. Bien sûr, D'ailleurs, c'était aussi, j'ai parlé tout à l'heure de l'aspect environnemental de Kianeos sur le DPE. Le sujet de Kianeos, c'est aussi de ne pas faire d'artificialisation des sols. On ne construit pas, on rénove. Donc les promoteurs construisent moins, soit pour cette raison-là, soit parce que le coût du logement terminé est très élevé et ils trouvent plus d'acquéreurs. Et plus élevé que l'ancien, en fait, c'est ça le problème aussi. Et beaucoup plus élevé que l'ancien rénové. Voilà. Ceci dit, c'est douloureux pour moi d'aller me réjouir d'un contexte économique qui est néfaste, je pense, pour l'ensemble du pays. Donc c'est pour ça, comme je te disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait plus de personnes qui fassent de la rénovation. S'il y a des nouveaux acteurs, j'en serais ravi. Si je peux les aider, je serai le premier. Question pour toi, parce que là, tu viens de nous parler des promoteurs qui, effectivement, souffrent pas mal également de la hausse du coût des matières premières. Ça doit t'affecter également, parce que tu fais quand même beaucoup de travaux. Là, tu nous donnes un exemple, 900 € du mètre carré, 600 € de travaux par mètre carré, donc quasiment les 2/3 du prix d'achat mis en travaux également. Est-ce que tu as vu une augmentation massive du coût de tes travaux? Oui, alors le cas que je t'ai donné, les 2/3 du prix d'achat en travaux, c'est assez exceptionnel. Sur la SCPI Kianeos Pierre, on va être plutôt autour de 30%. D'accord. C'est sur nos SCPI, tu sais, on a aussi des SCPI fiscales sur les SCPI de Normandie, où là, effectivement, on va être plutôt à moitié-moitié, voire un peu plus de la moitié du montant investi en travaux. Voilà. Alors, oui, après le Covid, on a vu une augmentation forte du montant des travaux. Et alors, la problématique, en fait, c'est pas que le coût des travaux augmente, c'est qu'on est mal anticipé le coût des travaux. Et nous, en fait, c'est tout le challenge de notre business, c'est d'être capable de bien évaluer le montant des travaux, parce que tu le sous-évalues jamais. Parce qu'en fait, si tu as dit, bon, bah tiens, là, il faut faire un coup de peinture, c'est pas comme si le jour où tu allais récupérer l'appart, tout d'un coup, la peinture était apparue. Ça n'arrive pas. Donc, il n'est jamais sous-estimé. Surestimé, mais parfois il est sous-estimé. C'est-à-dire, tu n'avais pas vu que il y avait une canalisation à reprendre, tu n'avais pas vu une fuite, tu n'avais pas vu un problème de toiture, etc. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est notre expertise, c'est notre point fort. On a déjà plus de 600 immeubles sur lesquels on a évalué le montant des travaux. Il y en a sur lesquels on s'est franchement planté. Je veux dire, on n'est pas les meilleurs. Et puis, de plus en plus, maintenant, avec le temps, il y en a sur lesquels on est franchement bon. Okay. Et donc, voilà. Donc, on a notre courbe d'expérience comme tout le monde. D'ailleurs, on l'a vu entre la Kianeos de Normandie numéro 1 et la 3e. Clairement, le dépassement du budget total des travaux, il est passé de énorme à quasiment plus de dépassement. Okay. Voilà. Donc, ça a eu un impact sur la rentabilité de la SCPI Kianeos Pierre avec un deuxième sujet qui était l'augmentation des taxes foncières. Donc, c'est-à-dire plus de travaux qu'anticipés, donc un prix de revient global de ton immeuble supérieur pour des loyers équivalents. Ça fait baisser la rentabilité. Le rendement acte en main, c'est ça, ce que vous le calculez avec travaux, je crois. Rendement acte en main plus travaux, puisque nous, c'est notre coût de revient. Voilà, donc ça, c'est effectivement ton ratio loyer sur coût de revient diminue parce que le dénominateur augmente. Mais le numérateur avait lui aussi baissé, parce que ton numérateur, c'était loyer net de charge. Et dans le résidentiel, c'est le propriétaire qui paye la taxe foncière. Et la taxe foncière a fortement augmenté cette année. Elle avait déjà fortement augmenté l'année dernière. Et là, c'est très rigolo parce que cette année, on en a beaucoup parlé parce que ça a beaucoup augmenté dans les grandes villes. Alors que l'année dernière, on n'en avait pas parlé parce que ça avait beaucoup augmenté dans les petites villes. D'accord. Voilà. Mais sache qu'à périmètre constant, l'augmentation de cette année, pour nous, est quasiment la même que celle de l'année dernière. C'est-à-dire, je crois qu'on était à 6,9 très précisément à périmètre constant l'année dernière et cette année à 7,5. Donc, voilà. C'est deux éléments. Hausse du prix des travaux, donc non anticipés.
et augmentation de la taxe foncière ont coûté à peu près 0,5% de rendement sur la SCPI Kianeos Pierre. C'est à peu près ce qui nous a fait passer on était plutôt à 5,75 on va dire, et aujourd'hui on est plutôt à 5,25. On était plutôt entre 5,5 et 6, aujourd'hui on est plutôt entre 5 et 5,5. Voilà. Maintenant, si on regarde de façon prospective, à l'avenir, il y a cette inflation des loyers qui, on pense, va nous être bénéfique. Il y a le fait qu'on a beaucoup travaillé sur la structuration, et donc effectivement, on l'a dit, le fait de gérer beaucoup de lots, aussi bien sur la partie travaux que sur la partie gestion locative, il fallait structurer. C'est ce qu'on a fait en 2021 et 2022. Tu t'en souviens peut-être quand on a capé la collecte. Je crois qu'on est peut-être la seule SCPI du marché à l'avoir fait de façon aussi stricte. Et ce qui fait que aujourd'hui, parce qu'on est très bien organisé, on a une amélioration de notre taux d'occupation financier. On arrive à mieux suivre l'équilibre entre le sujet dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les charges locatives et les régularisations de charges, donc les provisions de charges et les régularisations de charges. Et donc tous ces éléments, on pense que ça va être plutôt positif pour les années à venir. Ok. Voilà. Et alors du coup, ça m'amène à une autre question qui est de se dire, tu sais, alors aujourd'hui, malheureusement, tous les Français sont soumis à des influenceurs toute la journée sur YouTube, Instagram, etc. Ouais. Et notamment le fameux, on va dire, influenceur immobilier qui nous parle toujours du cash flow positif, du rendement à plus de 10%. Qu'en est-il? Toi, tu as vu énormément de projets passer. Alors, premièrement, est-ce qu'aujourd'hui, un cash flow positif, c'est encore possible? On en a parlé, il y a le contexte des crédits qui, à mon avis, est beaucoup moins intéressant aujourd'hui. Et deuxièmement, est-ce qu'un rendement à 10%, on va dire acte en main, alors après les frais d'acquisition et peut-être même après travaux, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est plus possible qu'avant? Qu'en est-il? Alors, en général, je suis humble jusqu'à cette question-là. Après, là, je mets mon humilité de côté. Et effectivement, je pense qu'en France, aujourd'hui, je suis la personne qui a visité le plus d'immeubles sur les 5 dernières années. Je pense pas qu'il y en ait qui ait visité plus que moi. C'était ma petite seconde sans humilité. Des immeubles qui rapportent un rendement locatif supérieur à 10%, ça existe. Il y en a. Tous ceux que j'ai pu voir étaient d'extrêmement mauvaise qualité. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'à terme, ils nécessitaient beaucoup de travaux. À terme, ils auront probablement généré, parce qu'on en a acheté certains, beaucoup de procédures d'impayés, beaucoup de difficultés au niveau de la gestion locative avec des locataires mécontents, etc., etc., etc. Moi, à titre personnel, avant de créer Kianeos, j'avais acheté, donc je travaille dans la finance, je travaille quelques jours par semaine à Paris, j'habitais dans le sud-est, et effectivement, j'avais acheté des petits immeubles de rapport en 2013, 2014, et effectivement, ils avaient un rendement très élevé, certains d'entre eux supérieurs à 10%. Aujourd'hui, je les ai plus, ces immeubles, parce que tu sais que ce qu'on fait la journée, on n'a pas envie de le refaire le soir pour ça. Mais j'ai encore un investissement locatif et j'ai fait à peu près l'opposé de ça. C'est-à-dire, j'ai pris un actif beaucoup moins rentable, extrêmement qualitatif. Plus patrimonial finalement. Voilà, avec une rentabilité qui reste plutôt correcte, mais sur lesquelles j'ai absolument zéro souci de gestion locative. C'est-à-dire que quand je regarde mon compte en banque, entre le 1er et le 2 du mois, il y a tous les loyers qui sont encaissés. Je sais que je vais retrouver mon logement de bonne qualité, etc. Et donc, je pense que la meilleure manière d'avoir un bon rendement financier sur le long terme, surtout dans le contexte actuel, est plutôt de s'orienter vers des logements qualitatifs, qui est effectivement ce qu'on a essayé de mettre en place chez Kianeos et qui est ce que j'ai appris moi personnellement sur mes premiers investissements avant la création de Kianeos, où effectivement j'avais pu être attiré un peu par les sirènes d'un rendement facial élevé et sur lesquels je me suis rendu compte qu'après ça nécessitait beaucoup d'efforts. Alors souvent quand il y a des gens qui me disent qu'est-ce que tu en penses si j'achète un immeuble de rapport par rapport à mettre de l'argent chez Kianeos, et je leur réponds, tu gagneras plus d'argent si tu achètes un immeuble de rapport, puisque nous, on prend des frais, et toi, du coup, tu les auras pas, la commission de souscription, les frais de gestion de Kianeos AM, etc. Mais je lui dis, en fait, finalement, ces frais que tu vas économiser, ça sera juste le salaire que tu vas te payer sur le temps que tu vas passer. C'est-à-dire que il faudra que tu appelles régulièrement tes locataires, que tu gères toi-même le fait d'appeler un artisan, etc. Et je dis toujours aux gens qui font un investissement locatif, essayez d'être honnête envers vous-même sur le temps que ça vous a pris et payez-vous ne serait-ce qu'un SMIC ou 20 balles de l'heure. Et maintenant, recalculez votre rentabilité et vous allez être surpris. Et j'ai 2-3 amis qui l'ont fait
et qui m'ont dit bah ouais, j'ai divisé par 2 ma rentabilité. En fait, je me suis juste payé un salaire le week-end, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, mais après, je te dis, c'est un hobby comme un autre, hein. On peut aller faire du vélo ou s'occuper de ces gestions locatives. Absolument, absolument. Excellent. Et alors, du coup, peut-être pour finir, on l'a dit, tu as probablement visité le plus d'immeubles de tous les Français ou presque aujourd'hui. C'est quoi ton astuce, les meilleures affaires aujourd'hui? C'est dans quelles circonstances qu'on arrive à les réaliser? Moi, là-dessus, j'ai pas changé ou très peu changé en 5 ans. Je pense que c'est une erreur d'aller vers les grandes villes. D'accord. Parce que, alors, encore une fois, ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche de l'hyper patrimonial, il y a une SCPI d'ailleurs qui fait ça, je crois, qui achète des appartements à Paris, qui doit distribuer pas de rendement ou quasiment pas de rendement et qui permet de bénéficier de la hausse des prix de Paris. Ok. On est d'accord qu'on parle pas de cette stratégie-là? Non. On est d'accord, aujourd'hui, on parle de rendement locatif. On parle de rendement. D'accord, ok. Parce que du coup, c'est une stratégie qui peut rapporter plus que du rendement. Il y a eu une période où tous les ans, les prix de Paris prenaient peut-être 5 ou 10%. Donc voilà. Mais c'est pas notre sujet. Mais c'est presque spéculatif finalement. Voilà, exactement. Donc il faut juste qu'on soit clair de quoi on parle. Donc si on parle de rendement, le problématique d'aller vers les grandes villes, donc de rendement distribué, le problématique d'aller vers les grandes villes, c'est que souvent les actifs qui vont apporter le plus de rendement vont être dans les moins bons quartiers. Parce qu'en fait, quelle que soit la ville que tu prends en France, il y aura toujours un micro-quartier qui vaut très cher parce que c'est the place to be. Il y aura aussi des mauvais quartiers, alors plus ou moins répandus suivant les villes, qui est l'endroit où tu n'as pas envie d'aller, où tu n'as pas envie d'acheter, mais qui effectivement vaut quasiment rien. Enfin voilà. Et puis après, bon bah t'as ton milieu de gamme. Et donc en fait, plus tu vas dans des grandes villes, plus les prix vont être élevés, plus le rendement locatif va être bas, et plus si tu veux aller chercher du rendement locatif, tu vas te déplacer vers des quartiers qui sont pas super sympas. À l'inverse, nous, je trouve que là où on fait les plus belles opérations, c'est dans les toutes petites villes qui sont en périphérie immédiate d'une ville. Alors, pour nous, une grande ville, c'est une ville de 50 ou 100 000 habitants. Une petite métropole régionale, on va dire. Parce que il n'y a pas de concurrence, c'est-à-dire que personne connaît la petite ville de 1000, 2000, 3000 habitants en périphérie, mais c'est les mêmes locataires. Voilà. C'est souvent des copropriétés moins grandes, c'est-à-dire que ça va pas être alors nous c'est pas des copropriétés, on achète l'immeuble en pleine propriété, mais tu vois l'idée c'est des immeubles cités dans une centre-ville et où tu as je sais pas, nos plus grands immeubles, ils ont 20-25 appartements. Tu as plus de risques que les locataires se disputent entre eux, alors que si tu es dans un petit village, tu vas avoir plus d'espace vert, tu vas avoir des appartements un peu plus grands, tu vas peut-être avoir un peu moins d'appartements, moins de denses, et donc moins de problématiques de gestion locative. Et donc, je répète, beaucoup moins de concurrence à l'achat. Et je pense que ce qui s'est passé ces dernières années avec des gens qui cherchent un peu plus d'espace et un peu plus d'espace vert n'est pas terminé. Donc du coup, une très forte demande locative. Et donc pour toutes ces raisons, je dirais que c'est là que se situent les meilleurs investissements. Mais du coup, peut-être donc effectivement dans une ville un peu moins, on va dire, cotée, mais probablement dans ce cas, tu choisis le meilleur quartier, le meilleur emplacement pour ton bien, c'est ça que je comprends ou... Alors pas une ville moins cotée, une ville juste beaucoup plus petite, moins connue. Nous, on regarde beaucoup les revenus par habitant. L'INSEE publie ça, c'est-à-dire sur toutes les villes de France, tes revenus par habitant. Et en fait, du coup, tu peux avoir une ville de 50 000 habitants avec des revenus habitants, j'en sais rien, moi, 20 000 euros par habitant et par an. Et puis après, tu vas à la périphérie, tu as la petite ville de 500 ou 1000 habitants que personne connaît, où personne va aller chercher un immeuble parce que voilà. Mais elle, bah, c'est la périphérie un petit peu sympa et du coup, les revenus moyens, c'est plutôt 23 ou 24 000, ce qui est plutôt élevé dans nos zones d'investissement. Et donc, si tu arrives à acheter un immeuble là et qu'en plus il est rentable, bon, bah là, c'est jackpot, c'est carton plein. Eh ben, écoute, excellent. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Merci.